La première leçon que moi je pense qu'on devrait tirer de cette élection-là, c'est de nous assurer qu'il y a un consensus autour des règles du jeu électoral. Nous avons eu une élection tendue. Nous avons eu des candidats qui sont allés à l'élection et qui n'étaient pas d'accord sur les règles du jeu. Nous avons eu une période préélectorale très chargée où peut-être pendant 2 ans, on ne parlait que de procédure, on ne parlait que de participation, on ne parlait que de candidats, on ne parlait pas de projet de société pour les Sénégalais. Pour moi, les Sénégalais étaient pris en otage par ce système-là, système politique et le système électoral. Et la première chose que je préconiserais, parce que ça pour moi c'est une faiblesse de notre démocratie, on est encore dans les procédures. On est dans les procédures et les procédures nous consomment. Et les procédures nous empêchent de parler des fonds parce qu'on parle de la forme, on parle de la participation, des modalités d'organisation de participation. Si le Sénégal aspire à être une démocratie consacrée, le Sénégal doit dépasser ce stade-là et arriver à des élections où les problèmes, les modalités d'organisation sont déjà évacuées, fixées, chacun sait à quoi s'en tenir et où on se focalise sur l'essentiel. Pour cela, le président élu, parce que c'est sa responsabilité première, doit s'assurer qu'il y a une redéfinition et une réappropriation par tous les acteurs et construire un nouveau consensus autour des règles du jeu électoral. Et pour cela, je pense qu'il faut remettre à plat certaines choses. La première, je pense qu'il a été l'un des plus grands axes de tension pour cette élection présidentielle, c'est la loi sur le parrainage. Je pense que les acteurs, d'une manière générale, dans leur majorité, sont d'accord que nous avons besoin de rationaliser au vu du nombre de partis qu'il y a, au vu des expériences assez douloureuses, je veux dire, pendant les locales passées, avec le nombre de listes que l'on avait, pendant les élections législatives aussi de 2017, qu'il était important de faire quelque chose pour rationaliser la participation, les candidatures à l'élection. Mais le manque de consensus autour du processus d'adoption de la loi sur le parrainage, le manque de préparation par rapport à l'application de cette loi sur le parrainage, aussi bien de la part des organes de gestion des élections que de la part des candidats et même des citoyens, nous invite et invite les acteurs politiques à se remettre autour de la table, à remettre à plat cette loi du parrainage et à rediscuter cette loi-là pour l'améliorer. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi considérer par rapport à cette loi-là sur le parrainage. On a parlé de parrainage citoyen. Je pense que nous sommes d'accord que ce n'était pas un parrainage citoyen parce que les citoyens eux-mêmes, je ne suis pas sûre qu'ils aient compris c'était quoi le principe du parrainage. Il faut un travail très tôt d'information, de communication, de pédagogie des citoyens sur le principe et l'essence même de ce qu'est un parrainage citoyen. Parce que pour moi, personnellement, le parrainage doit fonctionner comme une sorte de primaire et offre déjà à l'entame aux citoyens une opportunité de savoir quelles sont les offres qui sont devant eux. L'autre chose qu'il faut aussi pour moi, personnellement, en tant que femme et féministe et militante des droits des femmes, je trouvais que c'était douloureux d'avoir une élection présidentielle à laquelle il n'y avait aucune candidature féminine. Et au-delà du parrainage, je pense qu'il y a un travail important à faire pour approfondir, notre compréhension et tout notre plaidoyer sur la participation politique des femmes. Et un travail approfondi d'éducation civique doit être fait sur l'importance d'avoir les femmes dans des postes électifs, y compris la possibilité d'avoir une femme présidente de la République du Sénégal. C'est pour cela que je pense qu'il y a encore un important travail à faire au niveau de notre société
pour infuser de par le bas une culture des droits, de respect, de promotion du droit des femmes. C'est une bataille à mener, aussi bien, et ce n'est pas une bataille seulement des femmes, c'est ça, il faut qu'on le comprenne. C'est une bataille des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes hommes, c'est une bataille de tout le monde. Parce que c'est une question de justice sociale, c'est une question d'équité, c'est une question d'équilibre social. Et j'espère vivement que de manière très, très forte, à l'entame de du dialogue auquel le président a appelé, mais aussi de toutes les sûrement concertations, de toutes les réflexions qui vont être menées maintenant qu'on a vécu l'élection et qu'on est en train de tirer des leçons et qu'on est en train de se projeter sur l'avenir, que cette question-là va faire partie des questions fondamentales qui vont être posées. La participation citoyenne s'est déclinée de manière différente. Nous avons eu des initiatives de la société civile, qu'on peut dire les organisations classiques, bien établies, qui sont des ONG, les associations, qui sont beaucoup investies à 3 niveaux principalement. Le premier niveau, c'est d'abord susciter un intérêt pour l'élection, susciter une participation massive des citoyens en les sensibilisant à toutes les étapes sur le besoin d'aller s'inscrire, de retirer leur carte et le jour de l'élection de voter. Ça, c'est le premier niveau de participation. Le deuxième niveau de participation, c'est les sensibiliser sur l'intérêt d'une élection. Pourquoi une élection et pourquoi voter en fait? Quel est le sens du vote? À ce niveau-là, il était important de leur parler programme. Au-delà des personnes, au-delà des candidats, au-delà de toutes les questions qui se posaient sur le processus même, je veux dire, sur les opérations, le principal intérêt d'une élection, c'est justement choisir un homme ou une femme qui pendant 5 ans va présider aux destinées de la nation. La société civile, en tout cas nous au SIWA, nous avons invité nos partenaires et accompagné les partenaires de la société civile à faire ce travail de conscientisation. Cela veut dire qu'il fallait les conscientiser sur les méfaits de la corruption électorale, des achats de conscience et sur l'importance de faire un choix éclairé en fonction de ma conviction propre. Ça, c'était important. La troisième chose, c'est la transparence du scrutin. Les citoyens eux-mêmes devaient être pour nous les sentinelles, qui s'assurent que le choix qui est exprimé le jour de l'élection est reflété par les résultats. Donc la société civile a travaillé à l'intégrité du processus et pour cela a mis en place et a déployé différentes initiatives qui ont contribué à garantir la sincérité du scrutin. Donc ça, c'était important pour nous. Et le deuxième volet très important de la participation citoyenne pendant cette élection-là, c'est toutes les initiatives, principalement au niveau des réseaux sociaux. Et ça, c'est le fait de jeunes hommes, de jeunes femmes, des initiatives spontanées, la plupart du temps, et qui n'avaient qu'un seul but, c'est de garantir une participation massive, surtout des jeunes, parce que ces initiatives via les réseaux sociaux ciblaient principalement les jeunes, donc leur participation massive, mais aussi les informer sur les offres des candidats. Les enjeux de ce nouveau mandat du président Macky Sall sont multiples. Je dirais que le premier enjeu serait de réconcilier, de mettre ensemble, de remettre la famille sénégale ensemble. On sort toujours d'une élection un peu, disons, consumée parce qu'il y a
Ce sont des compétitions, ce sont des joutes, il y a des invectives, il y a différents camps. D'abord, il doit se positionner pour moi en rassembleur qui remet tout le monde ensemble et qui reconstitue la famille Sénégal pour regarder maintenant quelles sont les priorités pour rendre ce Sénégal la meilleure, pour répondre aux besoins de cette famille Sénégal. Au-delà de ce besoin de rassembler, d'instaurer une culture pacifique, apaisée, et d'éviter de nous faire retomber encore une fois ce que j'appelle toujours l'otage des hommes et des femmes politiques, où on nous installe dès le jour de l'élection ou le jour après l'élection encore dans une situation où on se remet à parler de compétition. On regarde les véritables priorités. Les véritables priorités, c'est économique. Ce sont les jeunes. Ces jeunes-là qui aujourd'hui constituent 65% de la population du Sénégal. Les jeunes de moins de 35 ans qui ont besoin d'éducation, d'une bonne éducation, des écoles qui sont aux normes, des écoles qui sont bien outillées, des enseignants et des enseignantes qui sont bien formés et qui sont dans les meilleures conditions pour remplir leur mission. Des jeunes qui ont besoin de formation et des jeunes qui ont besoin d'emploi. Donc, comment s'assurer que notre système éducatif est fonctionnel? Pour moi, c'est le principal défi aujourd'hui. C'est celui des jeunes filles et des jeunes hommes qui ont besoin d'éducation, de formation et d'emploi. Le défi de l'emploi est un grand emploi. Le taux de chômage est très élevé et nous avons des jeunes diplômés qui errent dans les villes, qui errent dans les bureaux, qui errent à longueur de journée à la recherche d'opportunités. Ne serait-ce qu'un stage. Je vois beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons qui ne cherchent qu'un stage, même pas rémunéré. Et c'est une bombe qui est là. Mais c'est une dividende. Il faut la transformer en opportunité. Le deuxième grand défi, pour moi, c'est aussi, encore une fois, au niveau de la prestation des services publics de base, et principalement la santé, l'accès à la santé. Nous savons tous l'état de nos hôpitaux, de nos centres de santé. Et l'État, pour moi, doit faire un effort supplémentaire pour mettre à niveau notre système de santé, pour le rendre moins onéreux et accessible aux personnes les plus démunies, pour s'assurer que dans les coins les plus éloignés du Sénégal, les citoyens peuvent avoir de bonnes structures de santé qui prennent en charge les malades qui arrivent et que les personnels de santé aussi sont dans les meilleures conditions. Au-delà des questions sur les services sociaux de base, santé, l'accès au travail, l'emploi, je dirais que l'une des plus grandes priorités pour moi, ou l'un des plus grands défis qu'a le président Macky Sall, c'est de réformer notre système de gouvernance. Réformer notre système de gouvernance, c'est impulser des réformes pour les institutions. Nous devons nous assurer d'avoir des institutions suffisamment fortes avec des mécanismes de fonctionnement qui ne laissent aucune place à la manipulation, qui ne laissent aucune place à la violation des principes qui les gouvernent. Les checks and balances, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les mécanismes de contrôle, aujourd'hui sont décriés. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas comme ils devraient le faire. Et je pense que l'une des plus grandes, personnellement, des attentes que j'ai du président Macky Sall, c'est qu'il impulse des réformes qui renforcent ces mécanismes de contrôle pour que le citoyen ait enfin le sentiment que les deniers publics sont gérés de manière transparente, sont gérés de manière intègre
et qu'il n'y a aucune place à l'impunité. Personnellement, je pense que le plus grand héritage que le président Macky Sall peut laisser au Sénégal, c'est pendant ces 5 ans-là qui viennent, c'est de nous assurer que toutes les attentes qu'on a eues depuis les assises nationales, avec la Commission nationale de réforme des institutions, toutes les propositions qui, moi, je trouvais qui étaient très fortes en matière d'approfondissement de la démocratie sénégalaise sont enfin réalisées.